Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Salut à tous, je suis Mathieu et suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mordu le podcast. Mordu, c'est le premier podcast français glisse outdoor. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, plusieurs milliers chaque mois, ça fait chaud au cœur. Pour continuer sur cette lancée, on a besoin que d'une seule chose, vos likes et vos commentaires sur les plateformes d'écoute, surtout Apple Podcast. Alors si tu ne l'as pas encore fait, vas-y fonce, c'est le bon moment. C'est grâce à ça que le podcast se fait connaître et qu'on pourra continuer à faire les meilleurs contenus possibles. Allez, trêve de bavardage. Je suis très content de vous présenter une fat interview que j'avais envie de faire depuis très longtemps, puisqu'on reçoit aujourd'hui celle qui déchire tout en kayak. Elle est connue pour ses images incroyables quand elle descend des cascades de plus de 15 mètres de haut. Je parle de Nouria Newman. On a parlé de plein de choses avec Nouria. Son rapport au risque évidemment. Vous verrez que pour elle, on ne peut pas aborder ce sujet sans séparer les conséquences de l'estimation du risque. Une façon d'appréhender le sujet qui va en intéresser plus d'un. Au plus près des rivières, les kayakistes sont aussi aux premières loges face aux effets du réchauffement climatique et de la pollution des eaux. Nouria nous explique son dilemme, ses actions au quotidien, mais aussi sa difficulté à communiquer dessus, car elle ne se sent pas aujourd'hui légitime sur le sujet. Parmi tous les sujets abordés, nous avons aussi échangé sur son mémoire de master universitaire. Accrochez-vous, la construction sociale du rapport au risque des femmes. Encore une fois, hyper intéressant, mais je n'en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ce nouvel épisode de Mordu, Nouria Newman, le kayak dans les veines. Salut Nouria, bienvenue sur Mordu. Ouais, salut. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Comment ça va ? Bah là, ça va plutôt bien. C'est un peu la course ces dernières semaines avec la sortie du film et pas mal de projets perso sur le côté, donc on fait... Yes, là on te rencontre à Paris, chez Red Bull. Il y a un top film qui vient de sortir qui s'appelle Wild Waters. On va en reparler, mais qui revient sur ton record, un drop d'une énorme chute de 100 pieds, et puis qui retrace aussi ta vie. Ça vient de sortir, il est très très sympa, on va y revenir. T'es la première kayakiste qu'on reçoit sur Mordu. Alors moi, c'est un sport que je connais vraiment pas bien. J'ai quelques souvenirs qui sont pas ultra funky. Enfin, je me souviens de mon grand-père qui montait son kayak sur sa Volvo et qui partait je ne sais où avec mon oncle dans les années 80. Donc ça, c'était mon premier contact avec le kayak. Ensuite, j'ai eu un moment assez cool avec le kayak où j'ai fait ça en école de commerce et il y avait une initiation kayak sur le lac d'Angers. Et là, je me suis bien marré. On a aussi fait du kayak ball, des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa, mais jusqu'à très récemment, j'avais pas identifié le kayak comme un sport, tu vois, glisse, fun, qui pourrait m'attirer, tu vois, dans la vision des sports outdoor action sport que j'ai. Et puis j'ai pris 2 claques assez récentes sur le sport. La première, j'étais chez Festival Montagne en Seine, je sais pas si tu connais, c'est un festival d'outdoor qui fait des films. Et il y a un film avec 4 potes, des amateurs plutôt bons qui partent en Islande. Et là, je découvre le kayak de rivière, les descentes, les chutes, le côté hyper aventure, super sympa. Et là, je me dis, mais en fait, ça a l'air trop cool le kayak. Je commence à regarder et là, je tombe sur Nouria Newman. À l'époque, je te connaissais pas. Et là, bam! Je me dis, mais attends, le sport, il a l'air complètement ouf. Et moi, ça m'a vachement attiré, cet aspect à la fois glisse, mais aussi aventure et tout ce que ça représente, en tout cas, quand on regarde ce que tu fais. Pourquoi, toi, tu kiffes autant le kayak ? Bah, c'est vrai que comme tu l'as dit, les débuts, c'est un peu ingrat. On n'a pas forcément la glisse tout de suite. On a plus tendance à pas aller très vite et à se retourner assez souvent. Mais une fois que tu as passé un peu cette étape-là, et que tu arrives à jouer avec l'eau, là, tu commences à vraiment avoir des sensations en utilisant les courants, en pouvant te déplacer presque avec le minimum d'effort. En fait, le long d'une rivière, c'est quand même un moyen de transport assez cool, et c'est pour ça qu'au début c'était utilisé vraiment comme moyen de transport, que ce soit le kayak qui vient plutôt des Esquimaux et le canoë un peu dans différents endroits du monde, mais ouais, vraiment au début un moyen de transport, donc ça c'est quelque chose qui je pense est attirant, tu vois, c'est comme le trail ou le vélo, tu vois, ça te permet quand même d'aller dans des endroits assez cool, et après
tout ce qui est glisse, utilisation de l'eau vive, ça c'est assez incroyable. Une fois que tu as passé le seuil de peur et de un peu élément contre nature où finalement tu as quand même, dès le début, sur des choses très aisées, cette angoisse de te retourner et de rester coincé sous l'eau. Et une fois que tu arrives soit à esquimoter, soit à être un peu plus confortable dans ta manière d'appréhender ça, là ça devient sympa. Mais au début c'est dur et c'est dur pour tout le monde. Et alors j'ai l'impression, dans les images que j'ai vues, tu peux te mettre notamment des surfs, mais de psychopathe, quoi. Enfin, t'as vraiment des sensations de glisse, c'est un truc que toi tu kiffes, que tu recherches? Ouais, après, forcément, l'idée, c'est d'utiliser tout ce que la rivière elle nous met à disposition. Donc, il y a des vagues statiques. Donc, c'est pas comme les vagues de l'océan. En fait, c'est une rupture de pente dans la rivière qui fait qu'il y a un mouvement d'eau qui se crée et c'est une vague et tu peux la surfer. Donc, c'est assez marrant, c'est qu'au lieu de déplacer sur l'eau avec la vague, c'est l'eau qui se déplace sous toi et toi tu restes dans la vague. Donc les surfs, les moments où tu peux décoller, faire des sauts sur des petites ruptures de pente, les vitesses que tu prends sur les creux de vague, ça c'est des sensations assez uniques et c'est aussi pour ça qu'on fait ce sport-là. Yes. Alors toi, je crois que tu viens de Savoie. Ton père était kayakiste amateur, tu as commencé toute petite, super déterminée. Qu'est-ce qui, au départ, t'a attiré vers ce sport ? Moi, j'ai commencé assez tôt, en fait, parce que j'étais convaincue que les kayaks en plastique, c'était des jouets. J'étais dans ma période Playmobil et j'avais l'impression que en fait c'était un Playmobil géant. Et en fait en France on a un bon système de club où en fait tu peux commencer le kayak en club, tu te licencies et en fonction des clubs on te prête tout le matériel, t'as un entraîneur qui peut t'apprendre tous les fondamentaux. Et moi vu que j'habitais un peu loin du club de kayak, et mon père il s'y est mis un peu en même temps avec son groupe de copains, mais plutôt sur la dimension loisir. Et alors, donc on le disait, il y a ce film qui vient de sortir, qui retrace ta vie jusqu'à ce record incroyable en Équateur où tu drops une chute de plus de 100 pieds, 33 mètres en kayak, c'est absolument dingue. Ce film, on l'a vu, et parmi les premières phrases du film, je ne sais pas si c'est la première, mais parmi le tout début, on t'entend dire « j'ai souvent peur ». Et parfois, j'ai même extrêmement peur. À ton avis, pourquoi est-ce que le réalisateur du film, il a voulu commencer par citer ton rapport à la peur ? Alors en fait, l'idée de ce film au début, c'était vraiment un projet de chute. Et on allait documenter la chute et avec David, on s'est dit, ouais, en fait, c'est pas très intéressant, quoi. Tu fais une chute et alors ? Surtout que ça dure 4 secondes. 2,5, encore moins. Mais pour les kayakistes, forcément, t'es attaché aux détails, à la ligne. Mais on s'est dit, ouais, pour le grand public, quand même, faudrait l'expliquer. Et puis très vite, on est parti un peu plus loin et encore un peu plus loin. Et c'est vrai que la peur, c'est quand même un thème qui touche tout le monde et qui est très présent dans la pratique et qui n'est pas souvent montré dans nos sports. Souvent, dans nos sports, on montre la personne qui fait quelque chose de très risqué et qui arrive en bas. Et puis, c'est un peu c'est un tueur parce qu'il a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Et tous ces moments de vulnérabilité, même de préparation en amont, de tout ce qu'on fait pour en arriver là, il n'est pas montré. Ce qui fait que souvent, dans les sports extrêmes, les gens pensent qu'on est débile et qu'on se balance un peu là-dedans, n'importe comment, alors qu'en fait, il y a finalement beaucoup de réflexion avant de se lancer dans une ligne et beaucoup de gestion des peurs. Il y a un truc, nous on a souvent ici des athlètes qui sont sur des sports à haute dangerosité, notamment tout ce qui est chute libre, base jump, wingsuit. Et ils aiment pas trop qu'on aborde... ils le font volontiers, mais ils le prennent pas comme un drapeau de dire que mon sport est dangereux, qu'on peut mourir, qu'on peut être blessé. Dans le kayak, c'est quoi le rapport à la blessure ? C'est un truc qui est réservé aux gens comme toi, les quelques extrêmes kayakistes qui font des drops, ou c'est un truc qui est quand même très présent dans la pratique ? En fait, le problème déjà quand on parle de risque, c'est que les 3/4 des gens ne dissocient pas les conséquences et le risque. Si tu veux, les conséquences, elles peuvent être très élevées. Tu vas demander à un funambule de traverser quelque chose à 20 mètres au-dessus du sol. S'il tombe, la conséquence, elle est élevée. C'est fini. Mais le risque qui tombe, si le gars c'est un expert et qu'en fait il est sûr de pas tomber, le risque il est très faible. Et du coup, il faut séparer la conséquence du risque parce que le risque c'est statistique. Et c'est ce que les gens font pas.
Et les gens ont tendance à glorifier le risque, à glorifier la conséquence, à glorifier les blessures, alors qu'en fait, nous, dans notre pratique, on est finalement très éloigné de ça. Il y a toujours quelques athlètes qui marchent là-dessus, mais finalement, c'est assez rare. Et je pense que c'est pour ça que les base jumpers que tu as pu interroger ou quoi, ils aiment pas ce sujet-là. Et moi, je le déteste parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'arrive peut-être mal à l'expliquer. Ou en tout cas, j'arrive pas à faire en sorte que les gens comprennent. Et souvent, mais t'es folle, mais ce que tu fais. Mais si on regarde l'accidentologie en général, déjà, je pense qu'il y a plus d'accidents de cyclistes en vélo à Paris, mais aussi en accidentologie du kayak. Souvent, les accidents, ils arrivent pas sur des sections de rivière. On a des classifications en fonction de la difficulté, et ça arrive pas sur les difficultés plus élevées. Au final, les 3/4 des accidents, ça reste sur du classe 2-3. Et on pourrait dire en ski aussi, d'ailleurs. Et en ski, c'est pareil. Après, forcément, plus tu montes dans le niveau de pratique, plus les conséquences, elles sont élevées. Et après, ce qui est toujours compliqué, c'est ce rapport au risque, en fait, d'accepter de prendre des risques, d'accepter qu'il y ait des risques objectifs. Tu vois, si on prend le ski, il y a des avalanches et parfois, c'est difficile à identifier. Nous, en kayak, il peut y avoir des arbres, des choses un peu sous la surface de l'eau qu'on peut difficilement voir ou anticiper. Et donc ça, c'est tout un calcul un peu personnel, quoi. C'est une liberté de pouvoir prendre les risques que tu as envie. Et des fois, c'est un peu frustrant d'arriver sur des sections de rivière où tu as un préfet ou quelqu'un qui n'y connaît absolument rien dans ton sport, qui a décrété que c'était trop risqué et du coup qui a mis une interdiction dessus. Et ça, c'est toujours compliqué. Tu prends le confinement, on n'avait pas le droit d'aller se balader sur un chemin en montagne, t'avais pas le droit d'aller au ski, t'avais le droit de rien faire parce que c'était trop risqué pour prendre la bonne décision. Et en même temps, vu que parfois on est bête et qu'on est humain et qu'on fait des erreurs, et tu peux que donner raison à ces interdictions-là parce qu'au début du confinement, en fait, tout le monde a fait n'importe quoi. Et du coup, derrière, t'as des interdictions. Mais ce qui est dommage, c'est de devoir toujours réguler, contrôler, alors qu'en fait, il faudrait juste que chacun puisse prendre sa bonne décision. La bonne décision pour Marion Herty, qui est je sais pas combien de fois championne du monde de snowboard, si elle va descendre une piste verte en snowboard pendant le confinement, je pense que le risque, il est zéro. Si tu fais jamais de snowboard et que tu t'engages là-dedans, qu'en plus t'as pas fait de sport de l'année, t'es pas en forme, tu vas faire exactement la même chose, le risque pour que tu te fasses mal, il est plus élevé. Et du coup, en fait, c'est toujours un peu délicat d'aborder le risque dans nos sports parce que souvent, c'est pas toujours très bien compris. Il est très différent en fonction de qui t'as en face de toi. C'est pas le kayak qui est dangereux. Ça dépend de ta manière de faire du kayak. Et c'est ça vraiment la différence, tu vois. C'est pas le base jump qui est dangereux. C'est ta manière de faire du base jump. Après, par contre, il faut savoir que l'erreur, elle est humaine, que ça arrive de faire des erreurs et que c'est pas parce que t'es le meilleur au monde que tu vas pas te planter un jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous intégré et qu'on a tous accepté pour nous et qui est souvent beaucoup plus dur à accepter pour tes proches. Genre, moi, je l'accepte pour moi, mais j'ai du mal à l'accepter pour mes copains qui ont des pratiques engagées dans leur sport ou même, tu vois, un photojournaliste qui part sur des zones d'un conflit, t'es là... J'ai une copine, elle devait partir sur un reportage à Madagascar sur la peste. Tu lui dis, non, mais là, t'es sûr de toi. Ouais. Et en fait, c'est plus facile à accepter, toi, de prendre des risques que les gens que t'aimes de leur laisser leur liberté. Mais c'est hyper égoïste comme démarche. De dire, ouais, non, en fait, j'aimerais bien que tu fasses pas ça. Pas pour toi, pour moi. Ouais. Parce qu'en fait, peut-être que ça m'angoisserait moins ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est hyper délicat quand t'es un peu mis dans une case en disant, ah, mais toi, tu fais un sport à risque, vous êtes complètement fou. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est bien moins risqué que quand je traverse la rue à Paris, quoi, statistiquement. Ouais. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi pour ça que du coup, que tu voulais commencer. Le fait de faire la chute, bon, c'est intéressant. Et ce que toi, tu dis, c'est que t'as pas envie de passer pour... t'as pas envie que le retour, c'est « Oh, t'es une ouf, t'as peur de rien et t'y vas sans réfléchir. » Parce qu'en fait, c'est le travail d'une vie, d'être capable de le faire. C'est beaucoup de préparation, c'est de la peur, c'est de la mesure de risque. Et c'est d'ailleurs ce qui est beau dans cet exploit. C'est que c'est pas juste se jeter d'une chute d'eau sans réfléchir aux conséquences. Au contraire, tout est mesuré, paramétré, travaillé.
Ouais, je pense que c'est ça le choix qu'il a fait David dans la structure du film. Après, l'idée, c'était vraiment de sortir d'un mode de pensée binaire où t'es soit l'un, soit l'autre, soit quelque chose, soit pas quelque chose, tu vois. Et de montrer que c'est toujours un peu plus complexe. Et dans tous les thèmes abordés dans le film, en fait, on n'a pas la prétention d'avoir des réponses, en fait. On se pose plus de questions qu'autre chose. Alors ce qui est rigolo, je jump dessus, je reviendrai sur la chute, mais il y a ton père qui apparaît dans le film, il y a ta maman qui apparaît pas, et néanmoins quand t'es sorti du film, ton premier mot a été pour elle, t'as dit désolé maman, t'as pas dû passer un bon moment. Et t'as dit quoi après? Là, c'est ce que je disais, ce que t'acceptes pour toi, c'est plus dur pour les autres, et je pense que pour mes parents, c'est un peu difficile de devoir faire quelque chose où tu as un engagement, où tu mets quand même ton intégrité physique en jeu, quoi. Ma mère, elle déteste le film. Ouais. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il y a trop de chutes, c'est trop long. Voilà, quoi. Mais en même temps, je la comprends. Ma mère, elle était là, tu vois, la première grosse chute que j'ai faite, je me suis ratée, je me suis explosée. C'est elle qui est venue me chercher, quoi. Donc forcément, c'est pas le même rapport. Et puis, elle me soutient parce qu'elle m'aime. Et en même temps, c'est pas qu'elle désapprouve, mais c'est que ouais, elle trouve pas ça génial. Mais on a fait des interviews avec ma maman et en fait, elle s'est bloqué le dos. Elle nous a rappelé 3 jours après. Non, mais c'est pas moi. Je veux plus être dans le film. Faut tout supprimer. C'est pas moi. Je veux pas passer à la télé. Et du coup, elle a refusé d'être dans le film, alors que ça aurait été intéressant, je pense, d'avoir son point de vue, mais ça correspond pas avec qui elle est, et donc du coup, il faut respecter ça, et si elle a pas envie d'être dans le film, c'est son choix. Et surtout, je pense que ça devient lourd d'avoir les gens qui viennent la voir. Alors, tu te sens comment? Mais elle est folle, ta fille. Et je pense que c'est pour ça que juste après le film, forcément, t'as plein de monde. Il y a ma maman qui est là. J'étais là, éviter de lui poser tous la même question. Moi, c'est mon boulot, en fait, de répondre à ces questions. C'est tout le temps la même chose. Alors, t'as eu peur quand t'as failli mourir? C'est lourd de raconter tout le temps les mêmes choses en boucle. T'as vécu un traumatisme, t'as pas forcément envie d'en parler à la terre entière. Moi, c'est mon métier, j'en parle. Ma mère, c'est pas son choix. Elle a rien demandé à personne. Et du coup, c'était plutôt, ayez la décence de pas l'embêter. Là, elle s'en est déjà pris plein la tête juste en visionnant le film qu'elle avait pas vu avant. Donc, c'est peut-être pas la peine de remettre le couteau dans la plaie. Il y a toute donc cette chute qui est impressionnante. On parlait de la préparation. On voit qu'en fait, c'est presque une opportunité. Tu étais en trip en Équateur. Tu avais ce projet depuis longtemps de faire une chute autour de 100 pieds. Et puis, vous identifiez cette chute. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne l'avait fait avant. Et en termes de préparation, ce que je me demandais, c'est comment tu checkes le truc, quoi. Parce que, alors, c'est probablement parce que nous, on ne connaît pas, mais déjà, comment tu sais que en bas de la chute, il n'y a pas des rochers qui vont qui t'attendent, qui sont à fleur d'eau et qui peuvent te faire mal? Comment on check, comment on fait pour s'assurer que ça va quand même coller? On a plusieurs techniques pour vérifier. C'est quand même plutôt du bricolage. On n'a pas une espèce de sonde comme tu peux avoir sur les bateaux pour mesurer le fond. Mais en gros, moi, je suis allée nager dans la piscine d'arrivée un peu partout. Et puis, j'ai essayé de plonger et de voir... Alors, dans la piscine d'arrivée, pour être clair pour tout le monde, c'est la rivière. Mais il y a une espèce de... Oui, en fait, ça fait une vasque... De bassin là, pour naturel. le coup, ça fait une vasque naturelle en pied de chute. Parce que la chute, quand elle tombe, ça fait des courants qui ralentissent et qui vont partir après. Donc, tu nages, si tu n'arrives pas, toi, à toucher le fond en allant le plus bas possible, c'est qu'il y a assez de fond pour ton kayak. Après, ce qu'on peut pas faire, vu qu'il y a du courant quand même, on peut jamais aller au pied de la chute. Donc, tu essayes d'aller un peu partout où tu peux. Et s'il y a de l'eau un peu partout, normalement, il y a de l'eau en pied de chute. Et après, s'il n'y a pas d'eau en pied de chute, avec l'expérience, tu vas voir que les bulles, elles sont bizarres. Ouais. Ça fait pas le même spray, t'as quelque chose qui est vraiment particulier en pied de chute. Et l'autre méthode qu'on a, qui marche assez bien, c'est de trouver un tronc d'arbre ou une branche assez longue et de la jeter dans la chute. Et là, tu vas voir si le tronc d'arbre il remonte cassé, t'oublies. Si vraiment il fait bouchon, et c'est-à-dire que tu vois dans sa trajectoire comment il est remonté, qu'il a tapé le fond avant de remonter plutôt que de descendre et de remonter bien à la surface bien plus bas. Là, tu sais que c'est peut-être pas la bonne chute.
C'est comme ça, en gros, qu'on arrive à savoir s'il y a assez de fond ou pas. Très clair. Et alors, du coup, en termes de preuve, parce que y a le sujet aussi de repérer la chute et puis d'y aller au moment où c'est bon. Et pour le kayak, pour c'est bon, il faut qu'il y ait le bon volume d'eau. C'est-à-dire, faut qu'il y ait de la flotte, hein, sinon ça chute pas. Faut pas qu'il y en ait trop, faut qu'il y ait pas trop de débit et tout ça. Les preuves, tu regardes ça comment? Tu vas sur Windguru, comment tu fais pour regarder les preuves en kayak? En général, Météo Blue, parce qu'ils font des modèles de météo, ils combinent plusieurs trucs, donc c'est un peu plus fiable. Le problème, c'est qu'en Équateur... Ouais, Météo Blue. Non, ça marche, hein, mais ouais. Juste en Équateur, les preuves, ça sert à rien. D'accord. Tu sais pas. Il peut avoir plu toute la nuit, comme il a plu, on n'avait pas assez d'eau. Et des fois, là où t'es, il a pas plu et tu sais pas pourquoi ça monte d'un coup. Donc là, c'était un peu la loterie et c'est pour ça qu'avant de faire la chute, on a attendu 3 heures avec le bon espoir que le niveau d'eau monte. Parce que là, en fait, le kicker, il était quand même... le kicker, c'est un changement d'angle dans le rocher et en fait, ça fait comme un petit ressaut dans la chute et c'est pas l'idéal parce que ça vient changer l'angle et donc potentiellement ça vient augmenter le risque de atterrir trop à plat et de te casser le dos, donc ça rajoute vraiment de la complexité, tu vois. C'est comme si tu avais une bosse soit en vélo à ski en plein milieu avant d'un truc dur et il faut que tu l'effaces quoi. Et donc vu que la chute en soi c'est déjà assez complexe, de rajouter ça, c'est pas l'idéal, surtout quand tu pars sur des hauteurs un peu plus significatives. Et donc j'avais bon espoir que l'eau monte et que du coup le kicker il s'estompe et qu'au final dans l'idéal il n'y aurait pas eu de bosse. En fait c'est pas monté et au bout d'un moment je me suis dit la ligne tu la vois, je le sentais bien, je savais que je le gérerais le kicker mais que l'impact il serait plus violent que si j'avais eu plus d'eau. Et là en fait en Équateur tu peux pas savoir quoi. Finalement 3/4 d'heure après qu'on ait fini elle est montée quoi, au niveau parfait. Et en fait on avait déjà plié, il y avait le niveau parfait, on était là en fait raté quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui ont envie de se mettre au kayak de rivière? Pas de se faire des chutes, mais quelqu'un qui te voit et ça lui donne envie de faire, de partir, d'avoir ses premières expéditions, ses premières sensations en kayak. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Il y a pas mal de clubs de kayak en France, donc regardez où se situe le club à côté de chez eux et ils peuvent s'inscrire et s'y mettre. Parce que c'est vrai que le kayak, c'est un sport qui est plutôt bien organisé en France. Hein. Il y a plein de clubs, il y a une structure fédérale super forte. Il y a Tony Estanguet, Enco qui porte le sport. Ce qui est assez marrant, toi, intéressant dans ton parcours personnel, c'est que tu as un titre, je crois, de vice-champion du monde en slalom. Tu as été en équipe de France, tu as été dans les structures très, très fédérales. T'expliques par ailleurs que ça n'a pas été plus ton kiff que ça, cette partie très encadrée, entre guillemets, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, et que toi tu as eu envie de sortir de ce carcan fédéral, structuré, pour aller faire des choses, pour retrouver du plaisir et t'éclater, faire ce que tu avais envie de faire, du kayak de rivière, aller chercher des sensations et tout ça. Et ce qui est assez marrant dans ce parcours, c'est que finalement tu as le kayak qui part d'un truc très fédéral pour aller vers des trucs plus fun, plus spectaculaires, plus dans l'aventure, et il y a des sports de glisse au contraire qui sont en train de se retrouver un peu plus dans le carcan olympique comme le skate ou le surf. T'as quel regard toi sur la lourdeur que peuvent avoir les fédés sur le sport? Moi je pense pas que ce soit la fédé. La fédé c'est nous, c'est tous les pagayeurs licenciés, on est tous la fédé. Du coup c'est facile de dire la fédé et de se détacher complètement de ça, ou le club il fait ça, mais en fait toi aussi t'as ta licence au club, libre à toi de t'investir plus dans la vie du club pour faire bouger les choses. Par contre en slalom en tout cas, le problème c'est qu'on a un quota unique, ce qui fait que tu vois en général t'es 3 filles à aller aux Jeux par catégorie tous les 4 ans, et là en fait aux Jeux Olympiques t'as qu'une canoë dame ou qu'une kayak dame, et pareil pour les garçons. Et du coup, le fait qu'il n'y ait qu'un seul athlète sélectionné, forcément, c'est un sport qui est très peu médiatisé en dehors des Jeux Olympiques. Donc, il y a énormément d'enjeux à être le représentant olympique pour la France. Et du coup, ça vient complexifier les relations interpersonnelles parce que t'es en mode compète, mais avant même la compète, quoi. Et je pense que des sports où ils sont 3-4 sélectionnés, nous, si on avait plus de quotas, peut-être que ce serait moins la guerre.
dans les structures fédérales. Et là, en fait, la pression que ça met, c'est très compliqué de créer une émulation, un esprit d'équipe, que les relations entre les athlètes, entre les entraîneurs, entre les kinés, elles se passent bien. Parce que finalement, t'as qu'un athlète qui part, mais t'as aussi qu'un entraîneur et qu'un kiné. Les places, elles sont très chères, tout le monde veut y aller. Et du coup, c'est la guerre. Et même quand c'est pas la guerre, tu vois, c'est au moins la guerre froide, tu vois. Et je pense que ça c'est compliqué. Après, le skate, ils verront bien ce que ça donne, le surf aussi, mais finalement, je pense que ça va créer une fracture entre le type de pratique. En skate, entre quelqu'un qui va faire la discipline de skateboard aux Jeux Olympiques et quelqu'un qui va faire du street et des segments vidéo, au final, ça va tellement devenir éloigné que c'est presque plus le même sport. Alors, j'ai bon espoir qu'en fait, dans les tout meilleurs, ils continuent de basculer d'un monde à l'autre. Et je pense qu'en snowboard, ça se fait assez bien. Mais ça, c'est quelques athlètes qui arrivent à basculer, à être suffisamment concentrés sur leur projet de compétition pour se qualifier au jeu. Et en même temps, d'arriver à sortir un peu du cadre pour aller faire un segment vidéo en Alaska. Je pense que ça, les pratiques, elles vont s'éloigner en surf, entre surfer la vague artificielle de Kelly Slater ou vraiment faire du surf dans des vraies vagues à l'océan. C'est plus tout à fait les mêmes compétences. Alors après, s'il y a des transferts, tant mieux, parce que ça évitera qu'il y ait une fracture au sein des sports. Mais nous la fracture, elle est déjà importante. Les bassins artificiels, c'est quelque chose, c'est tellement éloigné d'une rivière naturelle, c'est tellement différent que c'est assez rare finalement les athlètes qui font un peu de tout. On a reçu ici Damien Castera et Mathieu Crépel qui ont un projet assez cool qui s'appelle Du flocon à la neige, où ils commencent par faire du snowboard. Ensuite, ils se mettent dans des packrafts, je crois, des espèces de kayaks. Donc les flocons, la rivière, puis surfer la mer, tout ça sur un même trip, du type au Chili. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les rivières, en tant que kayakiste, que t'es vraiment dans l'eau, au contact et tout ça. La pollution, on dit souvent que les rivières, ça charrie beaucoup de pollution. C'est un truc dont tu es témoin, c'est un truc que tu vois évoluer? Je pense que nous, on est aux premières loges. Alors forcément, tout ce qui est rivière, tu vois vraiment déjà les changements dans les niveaux d'eau. Des rivières dans les Alpes qui marchaient sur des régimes de fonte qui aujourd'hui fonctionnent de moins en moins dans l'année. Les Pyrénées, c'est pire. Avant, les Pyrénées, tu naviguais jusque fin juillet, quoi. Maintenant, l'année dernière, je crois, ça a tourné 3 semaines, quoi. Donc ça, on le voit vraiment. Pareil au niveau des crues. T'as des périodes de plus en plus sèches et t'as des crues de plus en plus violentes, quoi, dès qu'il pleut. Et après, sur la contamination, tu le vois, hein, les rivières, elles sont dégueulasses. Moi, je crois que j'ai ramassé là sur la rivière à côté de chez moi, j'ai fait une descente. On est arrivé dans un compte courant, donc c'est un endroit où l'eau, en fait, elle tourne et ça, c'est un peu comme une prison, tu vois. Et donc, t'as plein de trucs qui flottent. J'ai ramassé 60 bouteilles de bière. C'est-à-dire que j'ai rempli mon kayak et il y avait des bouteilles de bière qui flottaient comme ça dans la rivière. Et donc ça, forcément, tu le vois et c'est ultra triste. L'eau, les stations d'épuration qui sont mal raccordées, forcément, t'arrives au niveau de la centrale d'épuration, ça pue, tu sais que l'eau, elle est pas propre. Les cas de pagayeurs qui chopent la leptospirose, on est quand même beaucoup, c'est assez régulier. Là, j'ai un copain, il l'a chopé pour la 3e fois. C'est une maladie, c'est véhiculé par les rongeurs? Par les rats, ouais. Ah, les rats, hein. Mais souvent, c'est quand l'eau est sale, quoi. Et donc, voilà, ça se voit, ouais. Il y a des actions cool qui sont menées autour de toi sur la protection des rivières par des kayakistes, ou il y a des choses que tu voudrais mentionner, que tu as vues Il y a des clean-up qui se font. Après, moi, je fais pas d'action. Parce qu'en fait, je trouve qu'en ce moment, il y a trop de greenwashing de la part des athlètes qui viennent un peu profiter de cette préoccupation environnementale pour faire quelque chose. Mais en même temps, des fois, je trouve que c'est pas... Déjà, des fois, c'est ultra hypocrite. Tu vois, c'est genre, faut boire dans des bouteilles réutilisables. Regardez, moi, je fais ça, mais en fait, à côté, on prend l'avion. Des fois, tu fais je sais pas combien de déposes en hélico en Alaska si t'es un skieur. Nous, des fois, on se fait déposer en hélico aussi pour nos expés. Du coup, je me sens pas légitime de faire passer ces messages-là parce que moi, mes pratiques, elles sont pas exemplaires.
loin de là. Et je trouve que c'est trop facile de se réapproprier un peu le thème qui marche en disant ouais, moi je vais sauver les glaciers, alors qu'en fait tu fais ton job ou tu te payes tes vacances, tu vas faire du kayak, ton truc avec tes copains. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur, donc je reste assez discrète là-dessus. Et puis je pense qu'au lieu de faire un grand nettoyage de déchets où tu fais de la com dessus et tu viens surcharger des serveurs qui polluent énormément, et peut-être que si dans ton quotidien tu ramasses ce que tu trouves au bord de la rivière et qu'aussi t'essayes de faire en sorte que les gens ils soient plus sensibles et qu'ils jettent pas leurs déchets, tu vois. Avant de les ramasser, en fait, ce serait l'idée de pas faire en sorte qu'ils soient jetés là. Et après, je trouve que quand tu vas au Népal, et forcément, il y a du plastique, ils balancent tout dans les rivières. Mais toi, Français, blanc, riche, t'es qui pour aller leur dire comment ils doivent faire les choses ? Quand t'as pas de moyens mis en place pour le traitement des déchets, c'est vrai que c'est compliqué. Alors je trouve que c'est trop facile en fait de saisir de cette thématique, de faire un truc un peu simpliste et de dire mais regardez, moi en fait je suis trop concernée et tout, je fais 2 ramassages de déchets par an. Et donc du coup je le fais pas, mais c'est pas parce que c'est quelque chose qui me tient pas à cœur, c'est parce que je pense que c'est pas la bonne solution et qu'il y a des personnes qui le font très bien et qui le font beaucoup mieux que moi, et il y a des personnes qui s'en servent comme un outil marketing et ça je trouve ça un peu horrible. Et donc je fais ce que je peux à mon échelle, mais sans trop communiquer dessus parce que je suis pas prête à faire tous les compromis. J'aime bien mon métier, c'est ma passion aussi. J'ai la chance incroyable de pouvoir vivre de ma passion. Et par contre, pour ça, tu vois, on se rend pour aller sur les rivières, on prend des voitures. Alors c'est sûr, on essaye de faire du covoit. En plus, souvent, on est sur des petits budgets, mais on prend aussi des avions. Et il y a des compromis que je suis prête à faire et d'autres que je suis pas encore prête à faire là où je suis dans ma vie. Ça veut pas dire que peut-être dans 20 ans, j'aurai des chèvres dans les Bauges. Et franchement, je pense que ça me plairait, tu vois. Mais c'est pas quelque chose que je veux faire maintenant. Et du coup, je trouve que je suis pas la bonne personne pour nécessairement porter ces messages-là. Alors il y a un sujet sur lequel on te porte un peu en emblème, on te fait dire beaucoup de choses. J'imagine que parfois ça peut t'agacer sur l'égalité homme-femme. T'es dans une pratique où on entend souvent Nouria, elle envoie aussi fort que les mecs. Nouria, c'est pas le fait que ce soit une femme, c'est le fait que ce soit une kayakiste qui soit hyper forte et tout ça. C'est un truc qu'on met vachement en avant. Je reviendrai pas dessus. Moi, ce qui m'intéresserait que tu me dises. Il y a un truc, t'as fait une thèse en sociologie, je crois, sur le sujet. Ouais, ma thèse de master. Vas-y, thèse de master. T'es pas docteur en sociologie. Attends, mollo. Thèse de master. C'était quoi ta thèse, ton petit mémoire de master? C'était le rapport au risque chez les femmes dans le milieu du kayak de vive. J'ai pas dit kayak extrême parce que c'est... Je saurais pas définir extrême, pas extrême. Ouais. Donc du coup, moi, quand j'arrive pas à définir les trucs, tu vois, c'est comme pour les thèmes environnementaux, je reste un peu en retrait. Donc j'ai fait ça là-dessus et c'était l'idée que le rapport au risque chez les femmes, il est socialement construit et que c'est pas inné que si t'es une femme, t'as forcément plus peur qu'un homme face à un danger, quoi. Ce qui était intéressant, ce que tu disais, un exemple que je vais reprendre, mais tu disais dans un club de kayak petit, quand il y a une épreuve, je sais pas, un rapide à prendre, un truc comme ça, tu peux avoir des entraîneurs un peu à l'ancienne qui vont dire à un petit garçon qui aurait peur d'y aller, t'entends dire t'es qu'une fiotte, faut y aller. Un entraîneur un peu... Et à la petite fille... Ça se dit plus maintenant. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais voilà, en tout cas, on va dire au garçon, allez, sois sérieux, tout le monde y va, faut y aller. Et à la petite fille, on va dire, écoute, si tu le sens pas, tu le feras demain, c'est pas grave. Et je trouvais que c'était assez intéressant. C'est des choses que j'observe. Moi, je suis moi-même papa, enfin, tu vois, et donc j'ai des petites filles. Et c'est des questions que je me pose et je sais pas bien comment faire. Le sujet de l'égalité. Si c'était facile, ça se saurait, non? Bah ouais. Mais voilà. Alors du coup, je me demandais, tu vois, je trouve que cet exemple, il est assez intéressant. Si toi, on devait essayer de hiérarchiser, c'est un problème super complexe, hein, mais pour toi, le fond du problème, ce qui doit essayer d'être traité sur l'égalité homme-femme dans le sport, est-ce que c'est sur l'égalité des salaires?
Est-ce que le sujet, c'est premier truc, c'est que tout le monde gagne autant d'argent? Est-ce que le sujet, c'est plutôt, enfin, la première chose, c'est la reconnaissance que tout le monde a, enfin, tu vois, de pas dire ah oui, ah c'est bien pour une femme ou enfin voilà, tu vois, de travailler là-dessus. Est-ce que c'est au contraire, c'est de commencer sur ce que tu décrivais, ces espèces de phénomènes d'autocensure de la société qui fait que dès le départ, en fait, il y a ça fait que les femmes vont peut-être être moins enclines à prendre des risques parce qu'on les a moins mis dans cette culture d'autocensure qui s'est mise en place. Est-ce que le problème, c'est le fait que moi, je te pose cette question, qu'on continue à poser ces questions, égalité homme-femme, machin. Si toi, tu devais t'attaquer à un truc... Déjà, c'est sûr, c'est pas sur le fait de se poser des questions. Je pense que se poser des questions, c'est bien aussi d'avoir conscience qu'on n'a pas toutes les réponses tout le temps. Du coup, j'ai pas la réponse. Non. Après, je pense que c'est quelque chose où il faut essayer d'agir un peu sur tous les leviers. Mais tu vois, sur l'égalité des salaires, de toute façon, le principe, il est simple. Travail égal, salaire égal. Donc, si t'as une fille qui s'entraîne tous les jours, qui vraiment le niveau d'investissement, il est aussi élevé que ses homologues masculins, moi, j'aurais tendance à dire, hey, stop. Après, le phénomène inverse, où vu qu'on est moins de pratiquantes, en fait, un niveau d'investissement pas toujours aussi élevé, et heureusement les jeunes arrivent, donc ça c'est en train de changer, donc la question elle se posera plus, j'espère d'ici 1 ou 2 ans, de dire ouais mais moi je suis une fille donc vous devez m'aider tant parce que vous aidez déjà 10 garçons. Mais si la fille elle s'entraîne qu'une fois par semaine, et qu'à côté, elle fait sa vie tranquillou, et que les 10 garçons, eux, ils s'entraînent 2 fois par jour et que vraiment ils se la collent, moi je trouve ça pas forcément injuste qu'elles soient rémunérées à leur égal si le travail n'est pas forcément le même. Mais je trouve qu'en s'attardant là-dessus, soit sur la reconnaissance, soit sur l'égalité de salaire, c'est presque déjà trop tard en fait. Et je me dis que peut-être la manière là où le levier il sera plus important, c'est plutôt chez les jeunes. Tu vois, si je vais reprendre l'exemple des petits de mon club, déjà dans ta famille, comment t'as été élevé? Si t'as des frères et sœurs, est-ce que tout le monde est traité de la même manière? Et après, forcément, tu peux être dans une famille où si t'es une fille, t'es coucounée. Si tu te coupes le coude et que t'es une petite fille, c'est un drame. Alors que si t'es un gars, c'est bon, on fait le bisou magique, c'est plié, c'est fini. Ce genre de choses. Mais après, ça, c'est pas ce qui va déterminer toute ta vie, heureusement. Il y a l'école, il y a les clubs, il y a les rencontres que tu peux faire après. Et du coup, ça vient dans une deuxième phase. Et c'est là-dessus où on peut vraiment avoir un impact, ou un entraîneur de club, par exemple, il peut vraiment avoir un impact. Et moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'en fait, en fonction de la manière dont tu as été éduqué, t'as plus le même rapport à la vie en général, et donc t'as plus le même rapport au risque. Et moi, en fait, si je prends ma thèse de mémoire, en fait, dans mon club, quand j'étais déjà quasi sur mes années équipe de France, j'avais un entraîneur génial pour le coup. Et lui, en fait, il faisait pas de différence. Donc, t'étais un petit gars, allez, vas-y, et t'étais une petite fille, allez, vas-y. Et ce qui fait qu'on a réussi à avoir un groupe qui était ultra homogène en termes de niveau entre les petites filles et les petits garçons. Sachant qu'en plus, très jeunes, les petites filles ont tendance à être un peu plus débrouillardes. Donc, en fait, on avait les filles qui avaient un meilleur niveau en kayak que les garçons. Et en fait, avec une émulation dans ce groupe de poussins benjamins, donc qui ont de 7 à 11 ans, où vraiment, on est arrivé en l'espace de 3-4 ans à avoir 50% de licenciés féminines et 50% de licenciés masculins. Ce qui est très rare en fait dans un club de kayak français, encore plus dans un tout petit club dans la vallée de la Tarentaise. Et en fait, c'était marrant parce qu'après, il y avait cette idée où sur le bord, t'arrivais sur les courses et les gens disaient « Ouais, mais vous, à la plagne, les filles, elles ont pas peur. » Et du coup, je me suis dit « Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? C'est que les filles, normalement, on est censé avoir plus peur que les garçons. » Et tu regardes et c'est vrai que dans les autres clubs, les jeunes, les moins jeunes, elles avaient peur, quoi. Et donc, tu pars de ce constat-là et tu te dis, ouais, mais pourquoi nous, en fait, elles ont pas peur ? Tu vois, j'ai fait un stage de développement en Iran. C'était fou. Tu disais, OK, on y va, et t'avais tous les petits garçons qui se jetaient sur les bateaux et les petites filles qui restaient en retrait. Il fallait aller les chercher, quoi. Et en fait, à partir du moment où t'arrivais à leur faire comprendre qu'elles s'en sortaient super bien, que tu les encourageais, et là, elles prenaient confiance et en 3 jours, tu reconnaissais plus les petites, quoi. Elles étaient passées de recroqueviller un peu sur elles-mêmes à courir avec les bateaux, à crier et à foutre un peu le bordel.
Et ça, c'est hyper gratifiant. Et je pense que le levier, il est plutôt là, dans l'action. Moi, j'aime bien demander à la fin du podcast aux invités qui ils aimeraient entendre sur Mordu. Il y a Marion Herty, Mathieu Torder qui m'ont dit une personne que moi je veux entendre sur Mordu, c'est Nouria Newman. Quand on suit un peu les réseaux, il y a souvent des gens qui disent waouh, quelle source d'inspiration tu es. Comment tu vis le truc, toi? Tu te dis ouais, je suis probablement une inspiration pour des gens, c'est cool. J'aime pas ce rôle. Comment tu vis le truc? T'enlèves les bruits de bouche, c'est ça. Genre, non, bah c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu délicat d'être une inspiration. Parce que fondamentalement, ce que je fais, ça sert à rien. Moi, mon métier, je fais des ronds dans l'eau. Genre, je sers à rien. T'es journaliste, t'informes les gens, t'es médecin, tu les soignes. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils ont une vraie utilité dans le monde dans lequel on vit. Moi... Franchement, je fais des ronds dans l'eau et puis ça s'arrête là. Après, c'est vrai que quand t'as des jeunes qui viennent te voir et qui te disent « Ah, ben voilà, tu fais ça comment ?» et que tu peux donner confiance à des petits jeunes apprentis pagayeurs ou leur apprendre des choses qu'ils vont pouvoir transférer après dans leur vie de tous les jours. Ou même, voilà, tu fais des séances avec... t'as encadré 20 gamins, ils ont la banane, ils ont passé un super moment. C'est ça qui donne un peu du sens à ce que je fais, parce que sinon, ouais, c'est vrai que je fais du kayak. Un souvenir, si tu devais prendre un souvenir avec toi d'une session, d'un moment, ça fait presque 25 ans que tu fais du kayak, qu'est-ce que tu garderais avec toi dans ta petite boîte? Moi, j'en garde plein. J'espère que j'ai encore un peu de mémoire et que j'ai pas perdu trop de neurones pour me limiter à un seul souvenir. Non, mais je pense que... Dans chaque trip, il y a forcément un truc un peu magique, un moment magique, voire plus, où tu prends ça avec toi et c'est des souvenirs et c'est quelque chose au final qui n'a pas de prix parce que personne ne te le reprendra jamais, quoi. C'est à toi et du coup, moi, je suis millionnaire, en fait. En souvenir. J'habite encore chez mon père à l'âge de 30 ans, mais je suis millionnaire. Là, j'ai banqué. Non, mais je pense que, tu vois, les endroits où on est ultra privilégiés, les endroits qu'on visite sur des rivières, c'est fou. La vue que tu peux avoir au moment de bascule où tu sautes une chute, c'est complètement malade. Tu vois, c'est juste la plus belle vue au monde. Et puis les moments que tu partages avec les rencontres un peu spontanées, les galères que t'as, les copains, ça forcément tu peux pas en choisir qu'un, quoi. C'est pour ça que je fais ça. Alors du coup moi j'essaye d'accumuler ces moments-là. Il y a un truc qui a l'air bien relou quand même dans tes trips et en kayak. On te voit te trimballer avec ton kayak à portée, là, ça a l'air de peser un âne mort. Il y a aussi, j'imagine, le transport du kayak dans l'avion. Moi, déjà, transporter les surfs, c'est compliqué, mais alors, transporter tout ton matos et tout ça, comment tu te débrouilles là, avec les surpoids bagages ça c'est jamais facile parce qu'en plus les kayaks pendant très longtemps étaient sur la liste des équipements sportifs interdits par les compagnies aériennes. Donc il fallait être créatif, mentir, expliquer que c'était une planche de surf adaptée, un wave surf ski. Des fois tu mettais des noms au pif et tu regardais un peu, t'attendais de savoir un windsurf. Et tu sais, parce que la dame derrière son guichet, elle allait dire quelque chose dans la liste. Oui, un peu comme ça. Et de le mettre sous, c'est de galérer. Pour le poids, pareil, on a des petites techniques où tu mets pas tout à fait ton bateau bien posé sur la balance quand tu sais que c'est trop lourd. Donc ça, c'est toujours un peu la galère et des fois, c'est la loterie, quoi. Des fois, t'as réservé ton équipement sportif tout comme il fallait. Tu tombes sur... à Genève, l'autre jour, je suis tombée sur une fille trop sympa. Elle me dit « Ouais, t'inquiète, je te mets un équipement en plus. » Et son terminal de carte bleue marchait pas. Et je devais payer genre 100 € de supplément bagage, ce qui est normal. Et au final, le terminal de carte bleue marchait pas. Et sa collègue chez qui elle m'a renvoyée ne voulait pas accepter mon bagage en équipement sportif. Et du coup, elle m'a facturé 500 €. Et en fait, toi, tu pars sur un projet, t'as tout le monde qui t'attend, tu peux pas dire non, écoute, ton machin, je le prends pas et je prendrai le vol suivant. Et donc, des fois, t'es un peu prisonnier de la personne que t'as en face de toi.
Ah, c'est ça le truc qui rend hystérique, hein. D'ailleurs, c'est Mais, l'aspect loterie sur les excès bagages. Mais après, moi, j'ai quand même plutôt de la chance et je pense qu'il y a une manière de faire. Ah, Tu vois, vas-y. La Donne-nous ton technique, tuyau. déjà, Ouais. c'est d'arriver en avance, comme ça, personne n'est dans le stress. Ni toi, ni les gens au comptoir. Après, t'essayes d'être poli et quand ça se passe pas bien, tu t'excuses pour les complications que ça engendre de trimballer ton kayak. Et je pense que déjà, si t'es sympa, et les gens ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour t'aider. Et après, forcément, il y a des règles et des fois, ils vont accepter de pas appliquer la règle à la lettre et des fois ils vont l'appliquer et puis c'est un peu le jeu de la loterie. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de payeurs qui arrivent un peu à la dernière minute, ils sont stressés, dès que ça commence à pas aller dans leur sens ils s'énervent et du coup ils prennent trop cher quoi. Ouais, moi je t'avoue que c'est dur de pas s'énerver parfois. Mais t'as raison, faut sûrement arriver à la cool. C'est quoi le plus gros excès que t'es payé encore? 800. Ah ouais. Ouais, Emirates. Mais après, tu vois, il y a des compagnies aériennes aussi, tu te dis stop, quoi. Faut bien faire ses recherches avant. Emirates, horrible. Tu prends Turkish, trop sympa, limite, il pèse rien, tu vois. Et t'arrives à gérer ça. Quand j'habitais à Pau, et du coup, je me déplaçais beaucoup de Pau, ou même sur Toulouse. Finalement, à Pau, je connaissais les dames du guichet d'Air France. Et en fait, ils acceptaient pas encore les kayaks, mais Tony avait négocié et il prenait toujours le kayak de Tony. Et du coup, en parlant avec les dames et tout, elles commencent à dire « Ouais, mais on prend le kayak de Tony, on peut te prendre le tien. » Et du coup, j'allais prendre mes billets au guichet et je savais qu'elle mettait une note interne et que derrière, ils acceptaient mon bateau. Mais c'était juste trop de chance parce qu'elles étaient sympas et qu'elles avaient décidé qu'elle voulait m'aider. Sur les allers-retours à Paris-Charles de Gaulle, il y avait un des bagagistes qui était tout le temps hors format, qui faisait du skate. Et du coup, vu que t'es obligé de les aider parce que ça passe pas dans les ascenseurs, c'est trop long les bateaux de slalom, et du coup, je le recroisais tout le temps lui. Et ce qui fait que je savais que mon bateau, il allait arriver nickel parce que je le connaissais. À chaque fois que je le voyais, tu sais, on discutait 2 secondes. Alors, t'as fait du skate, t'en es où, machin. Et toi, tu pars où, tu fais quoi? Et du coup, je savais que mon bateau, ils allaient jamais le jeter à l'arrache comme un bagage normal parce qu'ils savaient ce que je faisais et puis du coup, ils y faisaient attention. Donc, je pense que plus t'es sympa, plus t'as de chance que ça se passe bien. Et puis, faut aussi comprendre que y a des gens, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ouais, c'était cool. On a beaucoup parlé de kayak. Toi, est-ce que tu fais d'autres sports, de glisse ou autre, ou est-ce que tu as un peu des hobbies hors le kayak? Moi, là, je fais un peu de montagne à côté parce qu'on est dans une bonne zone géographique. Et du coup, là, depuis le Covid, j'essaye de revenir un peu l'hiver aussi pour faire un peu de ski. Alors qu'avant, j'ai passé vraiment 4 ans à faire tout le temps l'été, hémisphère nord, hémisphère sud. Et du coup, en fait, là, maintenant, je me vois pas à faire tout un hiver que du kayak. Et ça fait du bien de faire autre chose. Et je pense que c'est pas mal pour tout ce qu'on fait, justement, sur les expés. Il y a toute la dimension qui est en dehors de l'eau. Et c'est vrai que plus tu fais d'autres disciplines, plus ça t'aide pour ça. Yes. Est-ce qu'il y a un truc, en revanche, que tu n'as jamais essayé qui te ferait kiffer, là, si t'avais eu du temps? Non, mais il y a plein de trucs que j'aimerais essayer, mais là, comme ça, je sais pas. Sauter d'un avion, mais ça fait trop peur. Mais ça doit être fou. Ça doit être fou. Après, il y a des trucs, tu vois, genre, j'ai pas du tout envie d'essayer. Genre, le saut à l'élastique, ça a l'air affreux, tu vois. Ah, j'ai fait une fois, ouais, Je pense que j'aime... Enfin, tu peux c'est un peu sauter, l'angoisse, ouais. remonter... non. Non, après, il y a pas mal de... Ouais, il y a des disciplines qui ont l'air vraiment cool, quoi. Du parapente. Mais pareil, en fait, ça prend beaucoup de temps. Je trouve que de faire d'autres disciplines, le problème, c'est que ça prend du temps. C'est un investissement financier aussi. Et pour l'instant, si je veux être vraiment très forte en kayak, il faut pas trop s'éparpiller. Donc c'est bien de faire d'autres choses, mais je pense que tu peux pas tout faire non plus. En tout cas, moi, je sais que je peux pas tout faire non plus. Et du coup, je vais m'arrêter kayak, montagne et basculer un peu sur du packcraft, des choses qui sont vraiment disponibles à côté de chez moi. C'est pour ça que le parapente, c'est hyper tentant. Mais je me dis, j'essaye de me forcer à pas en faire parce qu'après, sinon, je sais plus, j'ai plus assez de temps dans une journée, quoi. Nouria, on arrive à la fin de cet épisode. Moi, j'ai encore 2 questions pour toi. La première, je voulais savoir, on a parlé de ce film Whitewater,
ce qu'il y avait dedans, ce que les proches avaient pu ressentir, les spectateurs et tout ça. Ce film, il retrace aussi une partie de ta vie, hein, jusqu'à 30 ans. Là, tu l'as vu, qu'est-ce que t'as ressenti ? Le fait de revoir un peu ta trajectoire depuis tes 5 ans jusqu'à tes 30 ans et cette fois où t'as fait cette chute immense. Qu'est-ce que t'as ressenti ? Déjà, c'est hyper dur de se regarder, tu vois. T'es là, purée, j'aurais pu mieux me coiffer. Oh non, mais sérieux, mais tu parles toujours plus aigu, tu sais, parce que, en fait, quand je m'entends, mais je pense que ça fait ça à tout le monde, en fait, c'est ma voix. Mais tu sais, c'est un peu... J'ai une copine américaine, elle m'imite trop bien. Elle parle pas un mot de français, puis elle fait juste petit, et elle sait que dire petit. Et elle m'imite trop bien, donc ça, c'est un peu insupportable. Après, c'est forcément dur de revoir un peu ton parcours parce que ça, c'est pas toujours facile. T'es obligé de repasser par des phases un peu complexes où c'est pas forcément montré dans le film, mais moi, ça me renvoie à des moments très durs. Mais après, forcément, c'est comme ça et le film, il raconte une partie de ce que j'ai vécu à travers le kayak. C'est une partie, il y a forcément une sélection d'informations, il faut tout faire rentrer dans 1h25. Mais non, je trouve que le film, il est bien fait et franchement, David Arnaud, avec l'aide de Hugo Clouzot, Corinna et tous ceux qui ont travaillé sur le film, ils ont fait un travail formidable parce que ils ont réussi à structurer quelque chose où moi, dans ma tête, c'est le bordel, quoi. Ouais, à mettre de l'ordre un peu dans tout ça pour essayer de raconter une histoire. En vrai, le film, il est vachement mieux structuré que moi. Et est-ce qu'en le regardant, est-ce que ça t'a permis justement de tirer un peu un bilan à mi-parcours, enfin, tu vois, ou en tout cas de se dire, ok, en fait, j'en suis là exactement, c'est comme ça que je suis arrivé là. Est-ce que ça te permet aussi de te projeter, de te dire, ouais, en fait, je vois plus clair sur la suite ou... Non, le bilan, il a déjà été fait avant. T'es pas capable de sortir ces interviews-là si toi, t'as pas fait un travail sur toi-même et tirer un peu les enseignements de ce que t'as vécu. Après, je trouve qu'ils ont été très forts dans l'articulation des séquences, de tout ce qui s'est mis en place. Ils voulaient pas montrer le film avant. On a travaillé sur la structure avant les interviews. Après, on a fait les interviews, ça a duré des jours. Et après, David, il voulait pas me montrer le film jusqu'une version assez tard des brouillons. Et en fait, j'ai vu un draft et après le film, la version finale avant-hier. Et du coup, c'était aussi une surprise, c'était pas tout à fait pareil. Donc c'était assez fou et je pense que c'était bien qu'il le fasse comme ça parce que moi, j'ai pas assez de recul en fait pour savoir... si c'est bien, si c'est pas bien, c'est ma vie, puis j'ai pas du tout envie d'avoir un jugement de valeur là-dessus. C'est jamais binaire, donc on sait, juste c'est quelque chose, voilà, c'est un film. Et non, après, tu te dis, je fais quoi maintenant, mais j'ai pas mal d'idées. Là, je voulais vraiment sortir ça, donc j'ai rien monté là pour ce début de saison. Donc je vais faire un circuit de compétition de kayak extrême parce que ça me permet de structurer un peu ma saison et puis au niveau logistique, c'est quand même autrement plus facile que de monter une expédition. Et après, j'aimerais bien partir plutôt au Pakistan à l'automne ou en tout cas dans ce coin-là, Karakoram ou Himalaya. Cool. Des projets bien cool. On arrive à la fin de cet épisode. Nouria, c'était super cool. Merci pour le temps. J'aime bien demander cette dernière question en fin d'épisode. Si quelqu'un que tu aimerais bien écouter, quelqu'un qui t'inspire, que tu aimerais écouter dans un podcast. Il y a Simon Welfringer qui faisait du kayak aussi. Benjamin Védrine. 2 alpinistes qui vraiment, ils font des trucs fous en ce moment. Ok, donc 2 alpinistes dans un prochain épisode de Mordu. Ok, écoute, Nouria, merci beaucoup. Ouais. Et puis à bientôt. J'espère que vous avez autant kiffé que moi cet épisode avec Nouria. Une personnalité incroyable. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous avez kiffé et vous voulez reprendre une grosse dose d'inspiration avec une rideuse méga engagée?
Alors foncez écouter l'épisode avec Justine Dupont, la surfeuse de gros. C'est l'épisode 2 et vous devriez bien kiffer. Un grand merci à tous ceux qui nous écrivent sur nos comptes Insta et Facebook. Ça nous fait super plaisir. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces comptes. Vous cherchez sur Mordu le podcast. Sur ce, écouter des podcasts c'est top, rider c'est encore mieux. J'espère que la prochaine session est pour bientôt et je vous dis à très bientôt sur Mordu.